nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique d'aujourd'hui et celle qui suivra dans quelques jours seront consacrées à l'évolution de la situation en Palestine, avec l'annonce du cessez-le-feu entrant en vigueur dimanche 19 janvier. Celle d'aujourd'hui se penche sur la caractérisation de ce cessez-le-feu et sur sa signification politique. La prochaine sera consacrée aux raisons qui ont conduit Trump à imposer ce cessez-le-feu à Netanyahou. L'annonce publique mercredi d'un cessez-le-feu, devant entrer en vigueur dimanche 19 janvier, a été saluée par des scènes de liesse populaire à Gaza. L'accord prévoit un calendrier en 3 phases. La première, d'une durée de 42 jours, prévoit le retrait progressif des troupes israéliennes de toutes les zones habitées de Gaza et le retour des déplacés dans leur zone de résidence. La suspension de toute activité aérienne pendant 10 heures par jour, la liberté de mouvement pour les Gazaouis, la liberté d'entrée pour l'aide humanitaire, la remise en service des hôpitaux et des boulangeries dans toute la bande de Gaza, un échange progressif de prisonniers, en privilégiant dans un premier temps les femmes et les enfants palestiniens. La logique des 2 autres phases est similaire, avec de plus une augmentation du nombre de prisonniers libérés. L'ensemble de l'accord est garanti par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Une des clauses de l'accord prévoit l'introduction de 60 000 unités d'habitation et de 200 000 tentes, révélant à elle seule le champ de ruines qu'est devenu Gaza après les près de 500 jours du premier génocide télévisé de l'histoire de l'humanité. Le premier constat d'évidence est que le contenu de l'accord ne diffère pas dans sa logique de la proposition de paix acceptée dès novembre 2023 par l'ensemble des organisations de résistance palestiniennes. Les différentes clauses sont également globalement similaires à l'accord précis accepté par ces mêmes organisations en mai 2024. En novembre 2023 comme en mai 2024, Tel Aviv avait rejeté catégoriquement ces possibilités en réaffirmant ses objectifs de guerre, à savoir en premier lieu l'éradication et la destruction complète des forces de la résistance. Analysant le changement d'attitude d'Israël sur un accord précis qui n'a pas varié depuis mai 2024, un des hauts responsables du Hamas, Oussama Hamdan, précise, je cite, « Il est indéniable que dès les premiers jours, le Hamas avait annoncé que son objectif était de mettre fin à l'agression. Les conditions d'un tel cessez-le-feu étaient claires. Un arrêt total des hostilités, un retrait complet de la bande de Gaza, l'octroi d'une aide à la reconstruction sans entrave imposée par l'occupant, ainsi qu'un échange honorable de prisonniers. Aujourd'hui, cet accord qui vient d'être annoncé remplit toutes ces conditions. Cet accord est essentiellement celui qui avait été proposé et accepté par le Hamas début mai, avant d'être réaffirmé par la suite. Si l'administration américaine avait exercé des pressions réelles à ce moment-là, comme celle que nous avons vue de la part de l'envoyé du président élu Trump, cet accord aurait pu être conclu à l'époque. Fin de citation. Biden lui-même reconnaît cette similitude entre les propositions de mai 2024 et l'accord actuel. Je cite, « Les éléments de cet accord sont ceux que j'ai exposés en détail en mai dernier, qui ont été adoptés par les pays du monde entier et approuvés à une écrasante majorité par le Conseil de sécurité de l'ONU. » Fin de citation. 2 leçons peuvent être tirées de ce premier constat. La première est que les pressions efficaces peuvent être exercées sur Israël par les puissances impérialistes qui parrainent cet État génocidaire. L'État sioniste est dépendant de ses parrains, de leur financement et de leur armement. La seconde est que le cessez-le-feu a été imposé par Donald Trump à Tel Aviv. Une partie non négligeable des militants soutenant le peuple palestinien éprouve des difficultés à comprendre la multiplication des déclarations d'organisations ou de personnalités palestiniennes évoquant à propos du cessez-le-feu soit un échec de l'agression sioniste, soit une victoire de la résistance ou du peuple palestinien, soit une victoire d'État. Face à l'ampleur des destructions et des victimes, devant l'assassinat d'une partie significative des cadres politiques et des combattants palestiniens, avec un accord renvoyant les 2 dernières de ces phases à des négociations ultérieures. Dans le contexte de la balkanisation de la Syrie, il est en apparence difficile de considérer la situation actuelle comme une victoire du peuple palestinien. Cette apparence vole en éclats si l'on recontextualise dans le temps et dans l'état des rapports de force. Ce que signifie ce cessez-le-feu n'est en effet que la reconnaissance après 15 mois de guerre totale
de l'impossibilité d'éradiquer la résistance palestinienne qui a été le principal but de guerre du génocide des 500 jours, lui-même moment d'un génocide qui dure depuis 1948. C'est ce que reconnaît le secrétaire d'État Blinken lors de son intervention à l'Atlantic Council du 14 janvier dernier. Je cite, « Chaque fois qu'Israël termine ses opérations militaires et fait reculer le Hamas, les militants se regroupent et réapparaissent parce qu'il n'y a rien d'autre pour combler le vide. Nous estimons que le Hamas a recruté presque autant de nouveaux militants qu'il en a perdu. » Fin de citation. Si on prend en compte les évaluations de l'administration états-unienne elle-même, qui considère que le Hamas aurait perdu entre 6 000 et 7 000 combattants sur un total de 20 à 30 000, on peut résumer la réaction de la jeunesse palestinienne au génocide actuel à la célèbre phrase du chant des partisans français, je cite, « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». L'aveu de Blinken, qui a toujours été un fervent défenseur de l'État sioniste, ne s'arrête pas à ce constat. Dans la même intervention, il explique l'impossibilité de vaincre totalement la résistance palestinienne sur le plan militaire. Je cite, « Le Hamas ne pourra pas être vaincu par une simple campagne militaire et sans une alternative claire, un plan post-conflit et un horizon politique crédible pour les Palestiniens. Alors le Hamas ou un autre groupe aussi dangereux remportera la mise. » Fin de citation. Les autres buts de guerre sioniste sont tout autant un échec. Celui consistant à soulever le peuple palestinien contre les organisations de la résistance palestinienne par la politique de la terre brûlée est un fiasco complet, comme le démontrent ces nouveaux militants et ces nouveaux combattants. Celui visant à susciter un exode massif vers les pays limitrophes s'est heurté à la décision des Palestiniens de rester malgré l'enfer, d'une part, et aux intérêts spécifiques des pays voisins, pourtant alliés d'Israël d'autre part. Enfin, le but de guerre consistant à accélérer l'annexion de la Cisjordanie, pendant que les projecteurs sont orientés vers le martyr gazaoui, est également un échec. Non seulement les Palestiniens de Cisjordanie continuent une résistance qui est silenciée par nos grands médias, mais Blinken lui-même est contraint d'évoquer cette question. Je cite, « Les Israéliens doivent abandonner ce mythe d'une annexion de facto de la Cisjordanie qui serait possible sans prix à payer, sans conséquences pour la démocratie, pour la réputation et pour la sécurité d'Israël. » Fin de citation. Bien entendu, l'échec sioniste et la victoire palestinienne ne règlent rien à la question de fond, qui était hier, qui reste aujourd'hui et qui restera demain, l'existence d'une colonisation de peuplement. Une telle colonisation ne peut qu'engendrer l'oppression multiforme d'une part et conduire à une logique génocidaire d'autre part. Le cessez-le-feu est cependant de fait une victoire en imposant comme incontournable la légitimité et la représentativité des organisations de la résistance palestinienne. Les Palestiniens ne se trompent pas en fêtant le cessez-le-feu comme une victoire en dépit de ses nombreuses limites. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.